Ah oui, Monsieur Edgar Maté sur la coordination provinciale de la société civile, Force Vive du Nord Kivu a rendu public depuis le 13 août dernier un communiqué de presse sur la situation qui prévaut à ville de Boutembo et ses environs. Quelles sont les recommandations aux autorités étatiques, à la population, à la police, également au FRDC? Oui, d'abord, il faut rappeler que les communiqués sont sortis dans le contexte où il y avait des manifestations violentes à ville de Boutembo. On venait d'assister à la mort des policiers et l'incendie des véhicules des policiers. Mais tout cela à la suite justement de l'évasion à la prison de Kakwangura, au passage de véhicules de la Monisco aux heures de la nuit. Et on a senti que la situation était en train de s'empirer de plus en plus. Et nous avons constaté qu'il n'y avait plus un échange entre la population, la police et son armée. Il y avait déjà crise de confiance entre les parties prenantes et ça risquait de créer une situation encore plus compliquée que celle qu'on était en train de vivre. C'est pourquoi la coordination provinciale de la société civile a appelé à l'apaisement. Apaisement du côté de la population, les jeunes qui manifestaient, apaisement du côté de la police, apaisement du côté de l'armée, apaisement du côté des autorités, pour qu'on ait le temps encore une fois de se refaire et parler le même langage. Et lorsqu'on a parlé le même langage, on peut encore voir dans le même objectif. Parce que pour nous, nous étions en train de pressentir qu'on risque de rater sa cible pour s'être détourné de l'objectif commun. Or, comme vous le savez, et comme l'opinion le sait, l'objectif commun pour les Congolais, que ce soit au sein de l'armée, au sein de la population civile, au sein de la police, au sein des services de sécurité, au sein des autorités, l'objectif commun, c'est la paix et la sécurité de notre entité. Mais au regard de la situation telle qu'elle s'est déroulée, on rencontre les véhicules de la police en incendie, on rencontre les jeunes au tir, on rencontre les pauvres paysans dans leur quartier, dans leur ménage, on ravit nourriture, on ravit téléphone, on ravit de l'argent. Et au milieu de cette crise, comment on va continuer à évoluer? C'est pourquoi nous avons recommandé également au Premier ministre, chef du gouvernement, bien sûr avec les ministres de la Justice, avec les ministres des Droits humains, qu'il fallait procéder aux enquêtes pour voir à quel niveau il y a eu abus et violation des droits humains. Du côté de la population, il y aurait certainement des abus des droits humains. Du côté des autorités, il y a violation des droits humains. Mais on doit identifier ces auteurs. On doit identifier ceux qui ont violé les droits humains, ceux qui ont abusé aux droits humains, pour que ces personnes soient sévèrement punies et que ce genre de pratiques ne puissent plus se répéter. Bien sûr, tout en n'oubliant pas les points de déclenchement ou les causes qui ont sous-tendu à ce que la situation devienne ce qu'elle a été. Et voilà pourquoi nous avons estimé qu'il fallait procéder aux enquêtes. Nous avons même exigé que l'on puisse procéder à la relève du porte-parole des opérations Sokola 1, Grand Nord, parce que, bon, selon notre analyse, sa manière de communiquer n'est pas adaptée à la situation telle qu'elle est vécue et qu'il fallait encore plus de responsabilités du côté de l'armée pour ne pas continuellement mettre de l'huile au feu, mais plutôt trouver un message ou adapter le langage à la situation afin d'apaiser les esprits et permettre à ce que population, armée, police et services de sécurité puissent regarder dans la même direction, la direction qui va dans le sens de trouver des voies et moyens de restaurer la paix. Et à ce moment-là, la population va appuyer le renseignement,
la population va appuyer les services disons l'armée, la population va appuyer les autorités et toutes ces autorités, que ce soit du côté militaire, du côté de la police, du côté des administratifs, ils vont travailler dans le sens à protéger ces civils qui se trouvent menacés par les groupes armés étrangers et locaux qui circulent tout autour de la ville de Butembo, de la ville de Beni, dans la partie nord de notre province. Ça, c'est d'un côté. Mais de l'autre côté, les M23 qui continuent à endeuiller la population du côté de Rutshuru, dans le territoire de Rutshuru. Et d'ailleurs, vous aurez appris que la société civile de Rutshuru a projeté une marche à pied de Rutshuru jusqu'à Goma. C'est une très longue distance, comme vous pouvez vous imaginer. Mais lorsque la population prend une telle décision et tel engagement, comprenez que la situation s'est déjà empirée. Et alors, dans cette même communication, nous avons demandé à la population de maintenir sa pression pour réclamer la paix et la sécurité, tout en s'abstenant de la violence. Parce que parfois, lorsqu'on s'adonne à la violence, lorsqu'on agresse les uns et les autres, ça peut être peut-être les paisibles citoyens ou les services de sécurité, on finit par se détourner de son objectif. Et c'est à des occasions pareilles que l'ennemi peut infiltrer les manifestations. Vous avez constaté par exemple qu'à Butembo, les Maïmaï ont surgi de je ne sais où pour récupérer les réclamations de la population, c'est les attribuer et faire comme si c'est la population qui devient Maïmaï, alors que ce sont des miliciens qui ont des armes, qui manipulent les armes, qui peuvent ravir des armes des policiers. Et il faut porter cette croix à la pauvre population qui ne fait que réclamer son droit. Et l'attention des services va dans le sens de penser que c'est la population civile qui est armée, oubliant que tout autour, ces mêmes services n'ont pas réussi à neutraliser les groupes armés tout autour, mais plutôt, ils les ont protégés. Parce que les rendus qui ont été cantonnés, par exemple, à Kalunguta, ils sont là. Les Maïmaï, Baraka et autres, ils sont dans la zone, mais la population ne sait pas où ils se trouvent. Ces gens, par exemple, c'est vrai, on peut connaître où se trouve l'IPC qui est à Kalungut, mais on ne connaît pas aussi ses mouvements. On ne connaît pas quelles sont les armes qu'ils utilisent. Et dans la communication de l'armée, on va attribuer justement cette responsabilité à la population, oubliant que cette même armée connaît où se trouvent les groupes armés tout autour de nos deux villes, où se trouvent quelles sont les armes que ces miliciens utilisent, et même ils savent que ces miliciens arrivent à ravir des armes des policiers lorsqu'ils les agressent, ou même des FARDC. Et lorsqu'on retrouve des armes pendant les heures de manifestation, on pense que c'est la population qui est armée, oubliant qu'il y a des armes qui circulent dans la région que l'armée n'arrive pas à contrôler. Et donc, si nous pouvons arriver, population, police, FARDC, armée, à identifier les causes de notre malheur, ce qui nous insécurise, ce qui facilite cette insécurité, que ce soit au sein de la population ou au sein de l'armée, au sein de la police, et les mettre hors d'état de nuire, c'est-à-dire les mettre à la disposition de la justice, nous pouvons arriver à nous pacifier. Mais les événements ont eu lieu, les événements vont passer,
Mais notre crainte, c'est de constater que au risque de dormir encore une fois sur nos deux lauriers sans que les services de sécurité ne puissent dire travaillons pour savoir où sont parties les armes qu'on ravit de nos policiers, de nos militaires, comment nous devons aller les récupérer, comment nous pouvons aller soit influencer ces groupes armés à quitter ou à remettre les armes pour participer à la pacification, comment nous pouvons stopper les mouvements des EDF qui circulent jusqu'à pénétrer les cœurs des grandes villes, et les gens vont dormir, vont s'arrêter et laisser l'ennemi continuer à affiner ses stratégies jusqu'à venir nous atteindre et nous déstabiliser. Oui, monsieur Edgar Matheso, premier vice-président de la société civile, vous venez de nous parler justement de ces situations que nous vivons actuellement, mais dès le départ, l'objectif est... La population civile, ils peuvent être au sein de la police, ils peuvent être au sein de notre armée, et ces gens-là sont à identifier et à mettre hors d'état de nuire. Et toutes ces personnes qui ne facilitent pas à notre armée de neutraliser l'ennemi, la MONUSCO et même certains éléments FARDC qui sont au sein de notre armée, certains éléments de la police qui sont au sein de notre police nationale congolaise, ils sont à mettre en dehors de la zone des opérations. Voilà pourquoi la société civile a toujours estimé qu'il faut toujours un nettoyage systématique. Et à ce moment-là, il faut éviter également une sorte de confusion dans les opérations. C'est lorsque, par exemple, on pense que parce que la MONUSCO est à Bunagana, parce que la MONUSCO est à Rutshuru, parce que la MONUSCO est à Djomba, les M23 ne vont pas prendre les villages. Mais on constate, on se réveille, on constate que les M23 ont déjà pris le village en dépit de la présence de la MONUSCO. C'est que cette MONUSCO n'a pas été utile pour la population, il faut la mettre à l'écart. On pense que comme la MONUSCO est à Mutoanga, il n'y aura plus de tueries à Lungupa, à Loselose, à Kikingi, à Lume, ou je ne sais où, dans le secteur Rwenzori. Mais on constate que l'ennemi a atteint la population. Ce genre de personnes, alors que la MONUSCO doit protéger les civils, il faut la mettre en dehors et permettre à ce que la population comprenne qu'elle n'est pas sécurisée et développer des mécanismes de sa sécurisation. Et à ce moment-là, elle peut recourir à sa police, elle peut recourir à son armée, tout en sachant que c'est à l'armée et à la police la responsabilité première de sécuriser la population. Mais attention, il n'est pas dit que le départ de la MONUSCO, c'est une panacée. C'est-à-dire qu'il suffit qu'elle parte maintenant et à l'instant même nous avons la paix. Non, nous avons beaucoup d'infiltrés dans les rangs de FARDC. Ces infiltrés sont également à identifier et à mettre hors d'état de nuire. Et lorsque ces gens seront placés en dehors de la zone opérationnelle, il ne vaut plus faciliter les opérations de l'ennemi. Autrement dit, l'ennemi ne va pas trouver de facilité à atteindre cette population qui désormais sera déjà vigilante et clairvoyante. Et à ce moment-là, justement, cette population pourra travailler avec une armée authentique, une armée déjà réformée, une armée républicaine, une armée capable de défendre les intérêts et défendre l'intégrité nationale. Une armée capable de protéger la population et tous ses biens. C'est cette armée dont nous avons besoin. Mais tout cela passe par les institutions. Nous avons un parlement, nous avons un gouvernement, nous avons une présidence. D'ailleurs, le président, c'est le commandant
suprême des forces armées de la République. Et donc, à commencer déjà par le commandant suprême de ces forces armées, il faut justement trouver des mécanismes pour aider à renforcer notre armée et non continuer à travailler avec une armée déjà fragilisée à son sein et qui n'arrive même pas à éradiquer un seul groupe armé, et à éradiquer l'activisme du M23 et des ADF qui ne cessent de nous endeuiller au jour le jour. Oui, Monsieur le Président, vous avez échangé avec les gouverneurs de province au nom de la population de Butembo. Monsieur Edgar Matesso, parlez-nous concrètement. Qu'est-ce que vous avez dit aux gouverneurs de province? Et si ça ne tient pas, qu'est-ce que vous allez encore faire pour que vos problèmes, ce que vous demandez, soient au moins résolus? Oui, en fait, la question de l'échange avec les gouverneurs, je souhaite que ce soit le président de la coordination urbaine de Butembo qui puisse répondre parce que c'était lui le chef de la délégation. Nous l'avons seulement accompagné et celui qui devra communiquer quant à ça. Oui, Monsieur le Président, vous avez vu la situation en fait, l'armée burundaise qui est déjà au Congo et c'est dans le cadre de EAC, donc force régionale. Et comment vous analysez cette situation? Bon, en fait, il faut le souligner, la société civile du Nord Kivu et même la société civile congolaise dans son ensemble s'est déjà prononcée par rapport à la force multilatérale qui doit venir de l'EAC. Le point de vue de la société civile était tel qu'il ne fallait pas permettre une nouvelle armée à entrer dans notre pays pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'il s'agit d'abord d'une humiliation de nos forces armées de la République. Dans le temps, l'armée congolaise était considérée comme parmi les meilleures armées de l'Afrique. Et aujourd'hui, il faut amener des armées étrangères pour venir combattre à leur place. Nous pensons qu'il s'agit là d'une humiliation de la République et la société civile ne voudrait pas cautionner ça. La deuxième raison, c'est que nous avons l'expérience des armées étrangères. La MONUSCO est arrivée au pays depuis 1999. Nous sommes à au-delà de 22 ans de la présence de la MONUSCO dans le pays. C'est une armée étrangère. Elle est venue d'abord comme une armée d'observation. On l'appelait MONUC, mission d'observation au Congo. Ils ont été au Congo, mais vers les années 2007-2008, et avec la recrudescence des groupes armés, il a été demandé que la résolution soit changée et permettre à cette MONUSCO de combattre l'ennemi avec ou sans les forces armées de la République. Et nous voyons la situation telle qu'elle se présente, nous avons compris, nous avons cette expérience et que donc ce n'est pas une armée étrangère qui peut venir devenir notre solution. Bien que nous avons aussi l'expérience de la force Artemis qui avait justement contribué à quelques jours à la pacification de l'Ituri vers les années 2000-2001. Bon, à quelques jours, la situation a été stabilisée. Bon, ce n'est qu'un cas parmi tant d'autres. Nous avons également l'expérience de l'armée ougandaise qui est arrivée au pays depuis le 30 novembre 2021. Aujourd'hui, nous sommes au mois d'août 2022. Vous comprenez que bientôt une année, cette armée
est au pays, mais n'a pas produit les résultats tels que souhaités. Et que pour toutes ces expériences-là, nous craignons que cette force multilatérale ne devienne également comme les autres forces qui sont passées au pays. Et encore faudrait-il souligner qu'au sein de cette force, il y aura les Tanzaniens, ils sont au pays avec la MONUSCO. Il y aura des Kenyans, ils sont au pays avec la MONUSCO. Il y aura les Ougandais, ils sont au pays avec la force mutualisée. Il y aura des Soudanais. Le Soudan n'est pas le modèle de la guerre en Afrique, pour autant que le Sud-Soudan aussi, c'est un pays à difficulté du terrorisme. Il y aura des Mozambiquais. Au Mozambique, il y a également la guerre. Ce n'est pas non plus le modèle. Il en est de même pour la Somalie. Ce n'est pas le modèle à prendre pour la défense. Et on ne peut pas déjà s'imaginer que les étrangers vont accepter de venir mourir à notre place dès lors que nous ne savons pas accepter le faire. D'ailleurs, le président burundais l'avait déjà dit qu'au Congo, il y a plus de 100 000 jeunes. Ces jeunes ne veulent pas mourir pour leur propre pays, mais il faut aller prendre les jeunes burundais pour venir mourir à la place des Congolais. Ça ne passe pas. Il y a même les présidents et candidats à la présidence du Kenya qui disaient que bon, les Congolais ne savent que danser, mais ne savent pas défendre leur pays et produire pour leur propre pays. Et que, bon, et c'est celui maintenant qui doit nous envoyer les militaires. Il est vrai que nous avons besoin de la paix tous, d'où que celle-ci viendra. Si c'est de cette force que viendra la pacification de notre région, tant mieux. Mais la société civile n'est pas partante pour soutenir l'entrée de cette armée. Mais comme la communauté sous-régionale avec le gouvernement congolais va s'imposer sur la population, nous allons simplement prendre acte et constater et attendre qu'il nous ramène cette paix. Mais nous ne voudrions pas partager les conséquences ensemble et être témoins des conséquences malheureuses qui peuvent subvenir. Nous voudrions être tous témoins de la pacification de notre région que d'endosser les responsabilités devant l'histoire. Oui, Monsieur le Président Edgar Mateso, je rappelle que vous êtes premier vice-président de la société civile du Nord Kivu. Nous vous disons merci